Très bien, bonjour à tous. Donc, j'ai le plaisir de vous accueillir dans ce webinaire pour présenter le projet Léopard. Donc, ce projet-là rentre dans le cadre d'un programme européen entre l'Europe et l'Afrique qui s'appelle LIP-RE et qui concerne les énergies renouvelables sous différents aspects. Alors, ce projet-là un budget de 33 millions d'euros, financé à 50% par l'Union européenne et 50% par les partenaires. Il y a 33 pays qui sont impliqués dans ce programme et 83 organisations, 39 d'Afrique et 44 de l'Europe. Il y a 8 projets recherche, développement, innovation sur les énergies renouvelables qui ont été validés dès le lancement du programme LIPRE. Et en fait, l'IPRE, c'est un programme qui fait des appels à projets de façon continue et qui peut financer des projets qui sont liés à la thématique des énergies renouvelables. Donc, les 8 projets qui ont été acceptés, il y en a un sur tout ce qui est géothermal pour faire un atlas en Afrique, un village géothermal, les énergies renouvelables pour l'agriculture en Afrique, tout ce qui est transition et digitalisation, smart grid en Afrique toujours, production pour tout ce qui est donc chauffage pour solar cooking, donc et un concept d'énergie, de village énergétique. Encore une fois, tout ce qui est smart grid et digitalisation pour une énergie durable. Et enfin, le projet Léopard, qui est le 8e projet qui a été en TRL 7-8, c'est-à-dire que proche de la commercialisation, et qui consiste en une solution conteneurisée d'énergie renouvelable, et en fait plus spécifiquement de l'énergie solaire. Alors, Léopard, c'est 7 partenaires, l'Université de Picardie-Jules Verne, l'Institut FR, qui est une joint venture entre EDF et l'Institut Karlsruhe, je crois, MEDE, qui est un pôle d'excellence en région Hauts-de-France, ARES, qui est une entreprise béninoise, CT2S, qui est une association industrie, université au Sénégal, Sangaï, qui est un centre agricole au Bénin, et enfin l'EPA, qui est l'école polytechnique au Bénin. Donc, on a 2 pays africains, le Sénégal et le Bénin, et 2 pays en Europe, l'Allemagne et la France. Alors, les objectifs de Léopard, c'est de produire, implémenter des démonstrateurs, comme je l'ai dit, des conteneurs, des solutions conteneurisées d'énergie solaire. Le premier a été installé, je vous le montrerai tout à l'heure, justement à Sangaï. On vous montrera également comment ça a été conçu et implémenté. Donc, analyser les conditions pour se connecter ou ne pas se connecter au grid, optimiser les bénéfices économiques et techniques et assurer une réplicabilité, pas seulement au Bénin, mais également au Sénégal et même dans d'autres pays africains. Alors, la méthodologie consiste en différents work packages ou lots de travail. Les entrées de données, c'est tout ce qui est source d'énergie renouvelable, quelles sont les sources disponibles ou qu'on peut rendre disponibles, quelle est la charge à satisfaire en termes électriques, en l'occurrence, comment concevoir et simuler la solution. On verra des outils qui vont être présentés par FR. Comment on teste que la qualité de l'installation est bien assurée et comment faire le prototypage. Ensuite, on délivre une solution conteneurisée, des business models, une méthode de réplicabilité qui sera également présentée et une stratégie de digitalisation, notamment pour tout ce qui est paiement. Alors, les installations comprennent des batteries, connexion ou pas au mini-grid et le paiement digitalisé. Donc, les partenaires, comme je l'ai déjà présenté, l'université, l'Université de Picardie, et puis l'EPA, qui est également une université, et faire un centre de recherche et ARES, une entreprise qui d'ailleurs s'occupe des installations et du suivi d'un point de vue technique et commercial. Il y a MEDE, donc, qui est un pôle d'excellence de compétences en Hauts-de-France, CT2S, qui est une interface université-entreprise,
et donc l'EPAC, déjà dit, École Polytechnique au Bénin. Voici donc le premier livrable en termes physiques d'installation. Donc, vous voyez un conteneur, au-dessus, il y a des panneaux. Ça permet déjà de mettre de l'ombrage pour ne pas chauffer les batteries qui sont à l'intérieur des panneaux et également pour protéger les onduleurs qui sont installés à l'intérieur du conteneur. Et donc, bien sûr, si on n'a pas suffisamment, il y a 37 kilowatts d'installer, ça ne suffit pas sur un seul conteneur. Donc, on peut placer à côté, par exemple, sur une ombrière de voiture ou sur des maisons autour, ou bien carrément au sol. Donc, voilà en gros les différents aspects. Ça, c'est un premier webinaire que nous avons organisé. Il sera suivi par d'autres webinaires beaucoup plus spécifiques. Là, on donne un aperçu général de Léopard et de cette solution conteneurisée avec donc la première installation, mais il y aura d'autres webinaires beaucoup plus spécifiques sur des thématiques données, donc selon la discussion qu'on va avoir à la fin. Donc, je vais passer la parole au deuxième intervenant qui va parler donc justement de ce qui est charge. Donc, Monsieur Fifata. Bonsoir Ahmed, Léonide, c'est moi qui ferai la présentation. Oui, Léonide, bonjour. Par contre, pas sûr moi. Est-ce que tu pourras, s'il te plaît, on peut opter le format où tu présentes la diaspo et enfin je vais te dérouler puisque je ne suis pas sûr là où je suis que je puisse avoir toute la flexibilité pour le faire, s'il te plaît. Alors, on ne t'entend pas très très bien. Est-ce que vous me recevez là? Oui. Ok. Je demandais s'il te plaît si c'était possible que tu déroules la diapo, pardon, puisque je ne suis D'accord, pas là, je n'ai pas toutes les conditions. ça marche. Merci bien. Voilà, est-ce que vous le voyez? Non. Ok, Oui, merci. OK, Donc, c'est bon, donc je peux y aller. Je parlerai au nom du trio, c'est-à-dire Ares, nous, qui sommes une société du coup commerciale et sociale en charge d'installer l'unité et d'assurer son suivi technique et de performance. EPAC, qui est l'école polytechnique de la principale université du Bénin, et Songhai, en fait, qui est à la fois le bénéficiaire de la première infrastructure et aussi, je dirais, un centre pluridisciplinaire, aussi bien de compétences que de formation. Voilà, donc toutes les trois parties que je représenterai sont basées au Bénin, comme Ahmed, le coordonnateur, l'a évoqué précédemment. Donc, dans cette première partie, enfin, dans cette partie, seconde plutôt, il s'agit pour nous de présenter en gros le schéma qui a suivi le dimensionnement du conteneur et que sa mise en service sur le site de Songhai. On peut dérouler, s'il te plaît, Ahmed. Merci bien. Du coup, comme vous pouvez le voir dans cette slide, le dimensionnement que nous avons fait réaliser est parti du postulat parce qu'on est quand même dans le cadre d'un contexte inédit entre plusieurs interlocuteurs institutionnels, académiques et professionnels comme nous. Donc, Songhai, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un centre relativement, je dirais, très ancien au Bénin, plus de 20 ans si je ne me trompe, qui a vraiment su développer une polyvalence dans plusieurs domaines différents, dans l'agro, dans l'énergie et même dans la formation appliquée. Et du coup, pourquoi ce centre-là pour nous comme première expérience du projet? C'est parce qu'en son sein, l'ensemble des unités modulaires qui existent permettent de répliquer à différentes échelles des tailles de mini-réseaux de nos localités non éclairées en Afrique subsaharienne principalement. Donc, ce qu'on y retrouve principalement comme service concerne des densités de population
concernent des usages spécifiques ou concernent des obligations de service, comme on peut le voir souvent dans les réglementations. Et du coup, à Songhai, pour nous, c'était une très bonne porte d'entrée pour la première phase pilote parce que tout ce que nous avons, enfin tout ce que je viens d'évoquer existe et du coup, nous permet d'éviter des hypothèses qui peuvent soit être biaisées sur la base des fondements ou qui ne sont pas réalisables. Donc, EPAC et Songhai ont réalisé des analyses longues où nous analysons, vous pouvez le voir par cause et principe différentes ainsi que de deux groupes électrogènes. Je pense que un de 250 kVA pour assurer la base de toute l'infrastructure en cas de perte de réseau et un autre plus petit de 150 kVA pour, du coup, je suppose, des charges plus plates. Et du coup, la pose de l'analyseur a consisté à poser l'outil sur un des multiples départs qui apparaissent, comme on peut le voir dans le schéma en annexe à gauche. Et différentes séquences ont été réalisées, comme on peut le voir sur le petit commentaire plus bas de juillet en 2022. L'avantage de cette approche d'analyse et surtout scientifique est d'obtenir en fait de façon totalement neutre des données sur les profils de consommation sans biaiser en fait les signaux. Les analyseurs étaient posés pendant que le centre tournait, je dirais, dans son profil normal. Donc, il n'y avait pas vraiment un comportement à adopter particulièrement. Et cette phase, en fait, de données a permis de réaliser des rapports qui sont des livrables du projet, qui ont permis de déterminer 4 différentes séquences de dimensionnement. Si je ne me trompe, la charge totale constatée journalièrement sur le réseau analysé tournait autour de 400 kWh avec des pics autour de 32 kW en termes de puissance. Et du coup, 4 scénarios ont été réalisés. Un scénario qui correspond à 100% de la charge utile, un autre scénario à 50% et à 3 scénarios, et un scénario plutôt à 25%. Et compte tenu, je dirais, de l'enveloppe allouée aux aspects techniques du projet, on est plutôt parti sur le scénario au quart, c'est-à-dire où l'unité doit alimenter 25% de la charge analysée, donc 100 kWh, ce qui nous a permis d'obtenir le dimensionnement que je partagerai par la suite avec vous. C'est important en fait pour nous d'avoir cette approche du coup qui découle parce qu'il y a tout le volet études en amont, comme on peut le constater, et IFER interviendra par la suite sur les logiciels mis en place et qui ont permis de challenger aussi les données analysées d'un point de vue simulation sur le profil optimal et surtout d'un point de vue financier aussi parce qu'on sait que aujourd'hui la solution conteneurisée existe. Le choix du photovoltaïque est une évidence, mais il peut poser la problématique du financement ou plutôt de l'accès au financement en prenant en particularité aussi le fait que si on n'était pas à Songhai, peut-être que les 100 kWh observés sont plutôt un profil à moyen et à long terme et que l'option du conteneur, en fait, a cette flexibilité d'être évolutive et modulable dans le temps. Donc, voilà par rapport, je dirais, à cette partie vraiment genèse sur le travail qui a été fait, sur le dimensionnement et sur le travail, de déploiement. Sur la seconde slide, du coup. Voilà, ah oui, du coup, la seconde slide, oui, je suis allé un peu vite. Elle reprend un peu ce que j'ai dit précédemment. Ce sont des extraits, bon, une photo là de la pose de l'analyse en cours. On peut observer après sur le graphe différentes séquences, je suppose, de puissance dans le temps ou de consommation d'énergie, histoire vraiment de pouvoir avoir le profil que nous recherchons. Et comme je l'ai dit précédemment, sur les données analysées dans la période ciblée, on a une puissance du coup qui va à presque 1 watt, à près de 33 kilowatts.
C'est ce qui a été observé après l'analyse. Une consommation qui, elle, varie de 100 à quasiment 400 kWh dans un cycle journalier, donc minuit à minuit. Et enfin, un ratio d'ione d'à peu près 50%. Donc, en gros, à pleine charge ou à pleine puissance, on aurait pu dire que 200 kWh sont consommés de 8 heures à quasiment 19-20 heures. Et la moitié restante est consommée de 20 heures jusqu'à l'aube. Et c'est ce qu'on retrouve dans le petit tableau plus bas. Donc, on peut dérouler, Ahmed, s'il te plaît. Voilà. Du coup, comme je l'ai dit, plus tôt, nous sommes partis dans le cadre de l'implémentation du projet sur le modèle 4, c'est-à-dire fournir une puissance, enfin une énergie jour moyenne de 90 kWh, donc toujours dans le régime 45-50, en diurne et en nocturne. Le choix du coup d'une solution containerisée avec du stockage, donc a été installé sur le site un système, et comme on verra par la suite, d'une puissance crée totale de 36 kg, qui est capable de fournir 90 à 120 kWh jour. Garantie, j'insiste sur le thème garantie parce que la performance peut aller beaucoup plus haut. On le verra par la suite parce qu'il y a un travail d'optimisation qui est en cours aujourd'hui, plutôt sur des déplacements de charge en allant en journée chercher le maximum de l'autoconsommation possible. Mais par contre, le stockage, c'est une contrainte parce que on est sur un stockage chimique, donc fixe. On ne peut pas aller au-delà, c'est ce qu'il est capable de fournir. Et il est vraiment représentatif de comment les mini-réseaux sont déployés aujourd'hui. Et pour exemple, dans plusieurs pays, si on se fie à la question réglementaire, comme le stockage est statique, on peut avoir du coup en pointe un groupe électrogène ou toute autre forme en fait d'appui complémentaire en se disant bah, les périodes peut-être de faible ensoleillement ou les périodes de forte demande, en fait, cet appoint peut apporter de façon ponctuelle l'énergie manquante parce qu'il y a quand même derrière un côté coût aussi, du coût marginal de cette énergie qui est produite, normalement beaucoup plus cher que sur la base du solaire. Le déploiement, comme on le verra probablement dans une vidéo au début à la fin ou dans les slides à partager, a été fait sur un conteneur maritime, du coup, qui a été entièrement réaménagé par Songhai. Et ce conteneur, pour des questions de gestion thermique, est alimenté par une clim de très forte efficacité énergétique. On y reviendra par la suite parce que ça aussi, c'est un enjeu des questions d'optimisation sur la table, puisque cette énergie-là pourrait être disponible quand même à d'autres fins. Donc ça, c'est vraiment une synoptique rapide du principe d'installation. Par la suite, du coup, on peut changer de slide. Il reste une minute. Ah, pardon. Du coup, dans la minute qui reste ici, comme on peut le voir, c'est une photo de l'installation telle qu'elle. À droite, on y reviendra par la suite, c'est la configuration technique du conteneur. Du coup, la puissance unitaire des panneaux, 450 watts. Des onduleurs réseau, parce que l'idée en journée, c'est d'aller chercher le maximum de profils d'autoconsommation. Des onduleurs en DC qui ont pour rôle principalement de maintenir les batteries en état de charge permanent, des onduleurs chargeurs pour assurer les transferts d'énergie et surtout avoir des disponibilités d'extension sans forcément changer de configuration technique. Et enfin, les batteries, 3 batteries de 15,4 kWh lithium déchargées à 90%, donc très performantes. Donc ça, c'est la fiche technique de l'installation. On peut dérouler, s'il te plaît, avec, comme il reste qu'une minute. Bon, ça, c'était juste une photo de la réception qui a été faite par les équipes d'Ares, de Songhai et d'EPAC. On peut dérouler. Il y a du suivi à distance, on y reviendra. Nous, ça fait sens parce qu'une problématique de mini-réseau, c'est aussi dans l'exploitation de maîtriser les charges. Donc, le suivi à distance, nous permet quand même d'avoir la main de loin sur l'unité. Il pose la problématique en conditions réelles de l'accès à Internet aussi dans les régions, puisque sans une bonne couverture GSM, il n'est pas possible d'avoir ce suivi à distance. Et rien que sur les données collectées, sur une période d'un peu plus de 150 jours de fonctionnement, on se rend compte que le conteneur a déjà produit 13 MWh et 1 tonne équivalent de CO2 évité
on tourne autour de 10 tonnes. Donc, je pense que nous sommes en plein dans le sujet de la mitigation et de l'impact. Et enfin, la dernière slide, c'était surtout sur les leçons apprises du fait de ce côté vraiment innovant, enfin inédit de ce projet, de rencontrer autant d'acteurs. Nous, on n'est pas du tout ni sur un appel d'offres ou sur un appel à projet classique. On est avec des partenaires techniques, académiques qui apportent d'autres points de vue et d'autres contributions. Et c'est l'ensemble des recommandations que nous avons formulées au profit d'EIFER pour nous qui, sur cette opportunité unique de pouvoir en fait avoir un schéma de comparaison de modèles simulés vs de modèles appliqués et réels, puisque je pense que toutes les expériences scientifiques n'ont pas toujours un cadre aussi favorable. À l'attention des PAC, après la question de l'analyse des données, on travaille aujourd'hui sur la question de l'optimisation de l'isolation thermique. Donc, c'est d'arriver à avoir un bilan neutre, je ne sais pas si c'est le bon terme, sur l'efficacité thermique du conteneur parce que nous, l'expérience a montré la limite du modèle maritime quand même, qui nécessite un gros travail de mise en conformité qui n'est pas toujours évident. Au profit de Songhai, c'est le travail d'optimisation en jour aujourd'hui, ce que nous atteignons les 100 kWh jour, mais nous essayons d'aller chercher encore plus, surtout en passant la soirée sans coupure, en se disant qu'on a quand même un système qui fonctionne 24/7 au profit de CT2S. C'est sur le travail de qualité qui suivra par la suite. Il y a une slide à ce profit. Et enfin, pour UPJV, puisque c'est une des questions qu'on avait évoquées dès le début, nous n'avons pas terminé encore, mais c'est d'arriver à déterminer des prix signaux de l'énergie sur la période de fonctionnement pour justifier si oui, le solaire est si rentable et si de deux, la modularité du conteneur est un avantage dans le cas de ce genre de projet. Donc voilà, désolé pour le temps légèrement dépassé et je vous remercie. Merci Léonide. Donc, l'orateur suivant. Oui, bonjour Ahmed, donc excusez-moi, je partage mon écran. C'est bon, vous voyez? Oui. Voilà. Donc, le contrôle qualité, donc, qui est la partie prise en charge par... Alors, on ne t'entend pas bien et on ne voit pas bien les transparents. Ce n'est pas en mode présentation. En fait, on ne t'entend pas. Il faut mettre ton micro. Oui, alors Ahmed, c'est bon? Là, on t'entend un peu mieux, oui. Voilà, donc je disais, excusez-moi, alors donc là, je vais faire la présentation sur la tâche qui est révolue au CT2S qui porte sur le contrôle qualité donc du mini-grid donc réalisé dans ce cadre-là. Alors, cette présentation donc, va se focaliser sur ce contrôle qualité du mini-grid donc containerisé réalisé dans le cadre de ce projet Léopard. Et donc, il va porter sur cette action 2 donc, de la tâche 16.3 donc du WorkPL 16
Ici, nous allons d'abord présenter un peu les objectifs de cette tâche, donc de ce contrôle qualité. Ensuite, nous présenterons la méthodologie utilisée et puis les différents tests en tout cas, que nous avons proposés pour réaliser cette tâche. Enfin, quelques résultats, notamment relatifs à l'état de référence de ce conteneur. Alors, généralement, l'objectif, c'est donc, comme on le dit, c'est donc permettre de pouvoir faire un test de conformité de l'installation et donc d'évaluer la production relativement à ce qui a été proposé sur le cahier de charge, mais pour pouvoir aussi espérer avoir donc une durée de vie et une fiabilité par rapport à ce qui a été initialement prévu. Et ça passera également par l'évaluation de la qualité des installations, de l'installation, c'est-à-dire des différents donc, composants qu'on nous retrouvons dans le conteneur, afin d'en déterminer une état de référence d'un tel système. Alors, plus spécifiquement… Ababakar, juste, on n'a pas tes slides. Enfin, je pense que… Vous n'avez pas mes slides? Je pense pas. On t'entend très bien, par contre. Je partage, hein? Le partage, vous l'avez, le partage? Non. Ahmed, sinon, peut-être que tu peux les partager pour Ababakar. Non, c'est bon, j'ai partagé mon écran d'abord, avant. Ah. J'avais pas. C'est bon? Alors, oui, c'est bon. Alors, donc, j'en étais aux objectifs spécifiques, donc, qui portent donc, dans un premier temps à la mesure, à l'évaluation de la production, donc ce qu'on appelle les performances de production, l'évaluation donc du conteneur, mais plus particulièrement, plus spécifiquement des différents éléments, des différents dispositifs que nous avons dans le conteneur, du local technique, c'est-à-dire là où nous avons un peu par rapport à la dispersion, de l'isolation, plus généralement, un peu déterminer aussi le profil de charge à l'état actuel de son fonctionnement, en tout cas au moins de l'évaluation du test, contrôle. Vérification aussi du respect des normes d'installation, donc sur le plan électrique également. Et puis enfin, pour la détermination donc, de ce facteur de référence, donc de ce système, qui nous permettra donc d'évaluer à long terme, d'avoir un point de départ pour évaluer sa fiabilité et sa durée de vie. Donc, c'est performant à long terme, plus ou moins long terme. Alors, voilà, maintenant, la méthodologie, c'est que donc, nous commençons par faire une inspection visuelle donc, de l'installation. De manière générale, ça va du champ PV jusqu'aux charges, en passant par le conteneur lui-même. Donc, les différents composants que nous avons, tout ça, ça va passer par d'abord une inspection visuelle qui nous permet quand même de regarder un petit peu les points qui nous paraîtraient vulnérables, sur lesquels on peut faire un focus. Mais à défaut, parallèlement, il y a aussi des résultats de ce premier test qui nous permettent de voir un certain nombre de choses, notamment l'intégrité d'un certain nombre de composants, des modules, des batteries, et puis d'avoir aussi la crédibilité qu'on peut avoir sur les fiches, les spécifications techniques fournies par les fabricants. Ensuite, il y a aussi l'identification des différents sous-systèmes, comme je l'ai dit, c'est-à-dire comprendre un petit peu l'installation par rapport au schéma technique lorsque celui-ci est disponible. Parce que des fois aussi, il y a ce qui est validé en termes de spécification, en termes d'études, mais par rapport à pouvoir confronter ça par rapport à ce qui est réellement réalisé sur le terrain. Et pouvoir en déduire, en évaluer les différentes productions, les différentes performances de ces différents équipements, c'est-à-dire tout ce qui est régulateur, calcul de performance, mesure de performance, de rendement, mais également détermination des spécifications techniques par rapport à celles qui étaient fournies par le fabricant. Donc, ça va aussi par les mesures de performance de ces derniers, donc les onduleurs de charge comme les onduleurs réseau également, mais également le système de stockage pour lesquels il va falloir regarder les spécifications, mais également les confronter avec l'état de charge, les capacités réellement installées par rapport à ce qui est annoncé, mais également on peut regarder la thermographie de toute l'installation, c'est du local au module jusqu'une partie de la partie côté charge. Alors ça, c'est un peu sur le plan méthodologique. Maintenant, pour mettre ça en place, nous appliquons un certain nombre de tests, de protocoles. Alors, je n'ai pas décliné le protocole ici, mais ces différents tests, c'est quoi? C'est d'abord
sur la partie visuelle, alors sur ce qui est du champ, donc le champ, on va d'abord regarder est-ce que le champ est bien installé, est-ce qu'il respecte les normes d'installation, est-ce que tout ce qui est ombrage, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire sur qu'est-ce qu'on peut dire sur l'aspect ombrage. Ensuite, est-ce que l'état de nettoyage, de propreté, tout ça, c'est des éléments qu'on peut voir sur le visuel. Sur les batteries également, c'est l'intégrité des batteries, la présence d'informations techniques, mais également par expérience, l'expérience que nous avons, ça nous permettra toujours de pouvoir nous prononcer dans un premier temps avant d'aller faire des tests proprement dits. Et ça, nous en ferons de même pour les régulateurs, les onduleurs, tout ce qui est, comment dire, boîte de jonction et tout ce qui est élément de protection. Tout ça, ça se fait de manière visuelle dans un premier temps. Après, pour ce qui est du champ PV, nous essayons de prendre les champs PV, mais par string pour essayer d'en évaluer un peu la puissance réellement installée. Là également, comme je le disais tout à l'heure, il y a une puissance assignée, annoncée. On va vérifier toujours qu'est-ce qui est réellement installé. Et pour ça, là, ça passe par une caractérisation, pas module par module, mais par string. Alors, ce qui peut nous mener de temps en temps à aller extraire un module par rapport aux résultats que nous trouvons pour aller plus loin. Mais de manière globale, c'est plus une caractérisation par string, ce qui nous permettra d'avoir toutes les caractéristiques comme pour comparer avec celles qui sont annoncées par le fabricant. Ensuite, toujours sur ces modules, nous faisons aussi de l'imagerie infrarouge pour qu'on peut détecter un peu d'éventuels soucis qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, qu'on ne pouvait pas voir sur l'inspection visuelle, tels que des points chauds, par exemple, sur lesquels on va voir si la dispersion de la thermique n'est pas homogène, ça peut cacher des problèmes sur les cellules ou bien sur différents modules, parce que lorsqu'on regarde à l'échelle du champ PV, ça peut être sur des modules particuliers. Pour les batteries également, nous en ferons de même. Après l'inspection visuelle, c'est des tests qu'on va faire, qui va faire un cyclage charge-décharge pour pouvoir en déterminer l'état de santé. Mais surtout dans ce cas d'étude, comme c'est une installation neuve, les paramètres les plus pertinents ici pour nous, c'est la mesure de capacité et de rendement. Parce que, voilà, on pourra parler dans quelques temps, dans 2-3 ans, peut-être d'état de santé, mais là, ce qui nous a intéressé dans ce cas de figure, c'est la mesure de la capacité du stockage par rapport à ce qui est annoncé, et puis le rendement, le rendement des différentes batteries, et puis les autres caractéristiques telles que la tension nominale, et ainsi de suite. Alors, ensuite, nous faisons aussi des tests de performance sur les régulateurs et sur tout ce qui est les dispositifs de conversion. C'est les régulateurs, c'est les onduleurs. Et là également, c'est quoi? C'est d'abord regarder les rendements de conversion, mais également les différentes caractéristiques de ces équipements-là par rapport toujours à ce qui a été annoncé. Parce que nous ne pouvons pas que ce test-là nous permet surtout d'avoir un état de référence. Un état de référence, ça veut dire donc contrôle qualité, nous prenons sur la qualité, mais avoir un état de référence qui nous permettra de faire un suivi dans le temps de ces différentes caractéristiques. Et enfin, on peut avoir une idée du profil de charge et pour pouvoir échanger avec nos collègues à ARES, pour pouvoir ce qui est en train d'être fait, pour voir est-ce que le profil est adapté, est-ce que, voilà. Et ça, je pense que ça, le résultat, mon prédécesseur l'a un peu évoqué. Alors, maintenant, quelques résultats de manière globale. Là, on présente un peu le système tel que nous l'avons trouvé, c'est le champ PV, qu'on peut voir, on peut disséminer sur deux, trois niveaux, voilà, mais toujours sur le même site. Nous avons ici le local technique, comme nous l'avons identifié au départ, les différents onduleurs, régulateurs, batteries, tout ce qui est là, les box. Donc ça, c'est un peu le local technique, je pense qu'on l'a déjà présenté. Alors, c'est le schéma, donc ça, c'est le schéma tel que c'est configuré l'installation, qui est important, comme on l'a dit tout à l'heure, parce que quand on arrive sur le site, quel que soit l'intervenant, il doit avoir une visibilité claire, et ça, nous l'avons aussi proposé pour mieux voir l'installation telle qu'il est configurée par rapport, c'est un délivrable et qui fait partie d'un élément qu'on doit trouver sur le niveau du local technique. Donc, c'est un élément de qualité pour nous, pour l'installation. Alors, ensuite, si on regarde sur le champ, là, je présente un peu parce que n'oublions pas, on l'a dit précédemment, c'est 80 modules quand même. Là, on prend juste deux strings de 6 modules pour donner quelques exemples. C'est des mesures de puissance, de tension, de facteurs de forme, tout ce que vous voulez. C'est des mesures réelles. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est ces mesures, ces paramètres en condition STC, quand nous arrivons à comparer avec la donnée fabricant, constructeur, et on détermine les écarts. Alors, les différents écarts sur la puissance, par exemple, ici, on peut voir sur le groupe 1, de 11 et quelques pourcents, à peu près 11%, sur le second, de 12%. Alors, à partir de ça, nous pouvons toujours avoir notre avis sur les écarts, est-ce qu'elles sont acceptables ou pas,
Et ça, nous le faisons toujours dans le commentaire. Donc, c'est un peu les résultats, comment elles se présentent sur l'ensemble des streams pour nous prononcer donc, sur les différents modèles. Alors, pareil, nous déterminons aussi les courbes les caractéristiques IV, pareil, qui vont dans le même sens que ce tableau, mais qui permettent de comparer un peu de ce que nous avons fait, la manière dont ces caractéristiques évoluent. Alors, pareil ici, pour les régulateurs, ici, Ababacar, on ne t'entend plus, ton micro est coupé. Alors, vous m'entendez? Oui, Oui, c'est là, bon. c'est bon. Voilà. Il Donc, là reste aussi, 2 minutes. 2 minutes, d'accord, pour merci. l'information. Voilà, donc là, c'est sur les régulateurs également, nous avons fait le même travail, donc de caractérisation, mais également de détermination d'abord de rendement, qu'on voit quand même acceptable hein, par rapport à ce que nous avons sur le marché. Alors, n'oublions pas de rappeler que dès le départ, nous avions quand même des équipements théoriquement de qualité, de référence, mais ça n'empêche pas, ça ne nous exemptait pas de cet exercice-là. Donc, nous avons déterminé les différents rendements qui sont acceptables ici, pour les deux régulateurs ici que nous avons, et puis la variation donc, de la tension d'entrée par rapport à ce que nous pouvons avoir au niveau de la sortie pour le régulateur 2 ici, alors que je ne pourrais identifier ici, mais que vous avez vu sur le schéma électrique. Alors, j'arrive plus à progresser là. Vous voyez mon... Allô? Oui, Alors, je suis sur la diapo 10 toujours, c'est ça? oui. Voilà, 11, voilà. Alors, voilà, là, c'est pareil pour sur les, comment dire, les onduleurs chargeurs, hein, on fait le même travail, pareil. Hein, ici, donc, on va faire toujours la charge, le rendement toujours, et la variation pour voir si ça respecte les normes de fonctionnement, pour toujours nous prononcer sur la qualité. C'est ce que nous avons fait aussi sur les onduleurs chargeurs. Et là, vous avez quelques résultats en termes de rendement aussi qui sont très, très satisfaisants à ce niveau-là. Vu le niveau de charge, malgré qu'on a des niveaux de charge qui peuvent être très faibles si vous regardez, parce que pour pouvoir apprécier ces rendements, il nous faut avoir le niveau de charge. Et pour ça, vous voyez sur ce tableau-là, on a le niveau de charge et puis le rendement. Alors, pareil, nous avons fait pareil sur Il faut vraiment conclure. Il faut vraiment conclure. Voilà, sur les réseau, nous avons fait la même chose pour déterminer les rendements hein, et puis la variation de la puissance de sortie par rapport à la puissance d'entrée pour pouvoir nous prononcer également sur la qualité de ces équipements. Donc, c'est comme ça que nous avons procédé sur tous les équipements du contenant, du conteneur. Et puis, enfin, également, nous avons fait la même chose pour les batteries. Pour les batteries, c'était aussi, en plus de cela, nous avons regardé les résistants internes également, et puis les rendements coulombiques pour pouvoir nous prononcer sur l'état la qualité de ce système de stockage pour les 3 batteries, parce que le paramètre, comment dire, résistance interne est le paramètre qui caractérise un peu aussi l'état de santé surtout. Et enfin, nous avons déterminé faire la thermographie sur les modules et dans le local. Alors, tous les modules pour voir l'homogénéité de la température sur la face interne-arrière, et puis la même chose sur le local technique pour voir. Alors, sur le local technique, le commentaire, nous l'avons fait sur les documents, on peut y revenir si vous voulez, mais sur les modules, ça nous a permis aussi de voir que globalement, de ce point de vue, voilà, on avait des modules qui ne présentaient pas d'énormément de difficultés sur les tasses. Alors, enfin, nous avons déterminé, nous nous sommes intéressés aussi au profil de charge à l'instant où nous avons fait les modules sur les différentes phases que nous avons trouvées là-bas pour éventuellement comprendre. Mais on ne peut pas parler sur des équilibres parce qu'on a fait ces modules sur des heures qui ne sont forcément pas évidentes par rapport à l'utilisation qui est faite du conteneur. Voilà un peu ce que nous avons à présenter sur ce test-là en restant à votre disposition pour approfondir si vous le souhaitez. Voilà, merci beaucoup. Alors, merci. Voilà. On va passer donc à l'exposé suivant par FR. Qui va présenter les 2 outils, Lenny et MemoGrid. Alors, est-ce que vous voyez la présentation? Oui. Et est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, ok, très bien. Donc, bonjour à toutes et à tous. Jean-Sébastien Cardo, donc je travaille à EIFER. Donc, c'est un institut européen de recherche sur l'énergie qui est basé donc en Allemagne, à Karlsruhe. Et donc, aujourd'hui, je vais vous présenter 2 outils d'électrification rurale qui ont été développés par EIFER
dans le cadre du projet Léopard. Donc, c'est l'outil Leni et MemoGrid. Le premier, en fait, outil Leni, c'est un outil de screening qui permet en fait, d'évaluer des zones d'intérêt pour l'électrification rurale et qui permet également de repérer des zones de développement de solutions off-grid. Donc, l'objectif, en fait, de cet outil, c'est d'identifier rapidement sur une zone identifiée, ça peut être une région ou alors un pays entier, d'identifier rapidement des villages candidats ou alors il serait pertinent d'installer des solutions d'électrification rurale. Ça peut être Solar Home System, micro-réseau ou alors voire même une extension de réseau. Le deuxième outil que je vais vous présenter en détail tout à l'heure, donc c'est MemoGrid. Donc c'est un outil qui est en général utilisé donc lors de la phase d'étude de faisabilité et qui permet de dimensionner en fait l'installation microgrid. Donc c'est un outil qui permet de simuler à pas de temps horaire par exemple le fonctionnement et l'évolution de la demande, de la production des énergies renouvelables sur l'année, et également de dimensionner l'installation photovoltaïque, les batteries et tous les équipements nécessaires à la production de l'énergie électrique. Donc du coup, le premier livrable donc, dans lequel IFER était impliqué, c'est une étude SIG sur la réplicabilité des solutions containerisées donc au Bénin et au Sénégal. Donc là, on peut voir en fait les besoins, en fait, les données d'entrée hein, qu'on utilise pour cette étude SIG, donc qui est un système d'information géographique. Donc nous, on s'appuie sur des données open source, open data, qui donnent en fait des cartes d'estimation de la population, donc les noms des villages, l'emplacement des routes et également le tracé du réseau national d'électricité. Et tout ça, en fait, on va le compiler pour, en fait, à travers un algorithme qui va permettre, en fait, d'identifier des villages candidats, ce qu'on appelle des clusters. Et donc, en sortie de l'outil, on va avoir, en fait, un fichier Excel qui va recenser, en fait, tous les points, les zones d'intérêt et les villages candidats qu'on a pu recenser avec des données assez exhaustives sur donc est-ce qu'il y a des tours télécom dans le village, la distance de cluster entre le village et le réseau national d'électricité et également l'estimation de la population dans le village. Dans le cadre du projet Léopard, on met aussi à disposition des partenaires une carte interactive qui permet aussi de naviguer donc dessus et de cliquer sur les villages et également d'avoir toute la liste d'informations. Je vais vous le présenter tout à l'heure. Un autre algorithme qui a été créé pour le cadre du projet Léopard, c'est en fait ça s'appelle le Pathfinder. Ça permet en fait de calculer et d'estimer assez rapidement la longueur du réseau basse tension au sein du village. Donc je vais essayer de vous montrer la démo en live, si ça marche. Voilà. Donc est-ce que vous voyez la carte? Non. Ah. Voilà. On devrait l'avoir. OK. Donc là, vous voyez une zone sur laquelle on a travaillé donc, au Bénin. Donc en rouge, vous voyez le réseau national d'électricité. Les points en rouge, c'est les centres hospitaliers. Et après, toutes les petites grilles colorées, en fait, c'est les clusters, c'est les villages candidats. Et en fait, si on clique dessus, on va retrouver en fait toutes les
informations que je vous ai dit tout à l'heure, donc le nom du village, la population estimée, la surface et où ça se situe, et aussi quelles sont les distances moyennes de ce candidat au réseau national d'électricité. Également, est-ce qu'il y a une tour télécom? On sait que c'est toujours intéressant d'avoir rajouté des clients qui ont des consommations importantes. Donc, c'est pour ça qu'on regarde, en fait, on s'intéresse de près aux tours télécom et aux centres hospitaliers. Donc, ça, c'était pour la première partie. Donc, j'ai fait assez rapidement pour qu'on ait le temps quand même de répondre à vos questions tout à l'heure. Donc, ça, c'était le premier outil donc, de screening, donc, qui permet d'identifier les villages candidats. Et maintenant, je vais vous partager le deuxième outil qui a déjà été utilisé dans le cadre du projet Léopard, comme le disaient Ababakar et Léonide. Donc, c'est l'outil MemoGrid, qui est donc un outil de simulation et de design d'un projet microgrid. Donc, en fait, ça permet de simuler un microgrid multi-énergie. Nous, dans le projet Léopard, on s'est concentré sur le solaire photovoltaïque, batterie et donc genset. Et donc, voici le principe, hein, le modèle. Donc, en entrée, on va trouver les courbes de charge qui étaient vraiment très précieuses pour le dimensionnement du projet. Souvent, on fait appel à... On estime en fait la courbe de charge. Ici, on a pu faire appel à une courbe de charge réelle, puisqu'en fait, on a pris les mesures faites sur site, au centre Songhai, pour alimenter donc l'outil. Les autres données d'entrée, c'est donc les données d'ensoleillement, et également les données économiques. Et donc tout ça, passe à travers donc l'outil MemoGrid, qui est basé donc sur une librairie énergie logique. Et en sortie, en fait, on va retrouver donc toutes les données de production photovoltaïque, les données de stockage dans la batterie, et également des paramètres et des données économiques. C'est comme aussi la priorité de voir est-ce qu'il y a une rentabilité économique au projet. Donc, pour passer un peu plus rapidement, donc là, vous voyez deux graphiques. Alors, en fait, je vais passer au point 2 et 3. Ça, c'est vraiment les résultats de l'outil. Donc, c'est peut-être un petit peu petit sur votre écran, mais je vais essayer de vous le décrire. Donc, le point 2, en fait, c'est la simulation du micro-réseau au pas de temps horaire, qui montre d'un côté la production solaire photovoltaïque, la charge et la décharge de la batterie. Aussi, là, on voit la courbe de la demande, des besoins en électricité des usagers, et également, donc, s'il y a besoin, la mise en fonctionnement des groupes diesel. Donc, à droite, en fait, on a les résultats. Donc la production, on a les quantités, on a aussi, on va passer au graphique là, mais en fait on a les paramètres économiques, donc tout ce qui est CAPEX, coût d'investissement, les coûts d'exploitation et le LCOI du projet. Et ensuite, ça c'est la première étape, en fait j'allais dire, c'est donc la simulation, et ensuite on va relancer l'outil pour faire l'optimisation, justement pour bien dimensionner correctement l'installation solaire photovoltaïque, pour pas dimensionner non plus la capacité de la batterie, qui peut donc avoir un impact sur le coût global du projet. Donc, moi, j'en ai fini pour la présentation de ces deux outils. Tout ce que je voulais encore ajouter, c'est que l'outil MemoGrid a été mis en ligne sur une plateforme, donc accessible aux membres du consortium, qui ont justement pu simuler et retravailler en fait les scénarios. Donc, on a pu mettre en place différents scénarios de demande, sur la courbe de charge, petite, moyenne et grande demande, forte demande. Et également, on a fait un jeu de scénarios sur le pourcentage d'énergie renouvelable dans le projet. Et pour l'outil Leni, en fait, les résultats qui vont être transmis donc aux membres du consortium. Donc, c'est sous format de tableau Excel avec l'ensemble des données que je vous ai montré tout à l'heure, et également donc les cartes interactives
pour les zones étudiées. Merci. Merci. Bon, on a quelques... Alors, Fadel, est-ce que tu veux présenter Capacity Building très brièvement? Sinon, est-ce qu'il y a des questions éventuellement qui peuvent être posées dans le chat? Je pense qu'on va attendre la présentation de Fadel. Et donc, Oui, si vous pas avez poser des votre question par questions, écrit. si vous avez des questions, posez-les dès maintenant. Comme ça, on les traitera après la présentation, la dernière. Merci. Allô, allô? Allô? Allô, allô? On t'entend très bien. OK. Donc, merci beaucoup à tout le monde. En fait, vous voyez mon écran. Donc, je vais essayer d'aller très vite. Hein. Donc, c'est un peu dans la suite de ce que mes collègues ont présenté. Donc, professeur Kébé, moi, je suis du Centre de test des systèmes solaires photovoltaïques. Et donc, je vais présenter ici, en fait, en quelques minutes un peu, ce qu'on a prévu effectivement de faire dans le cadre, disons, du renforcement des capacités, qui fait partie effectivement des livrables que nous devons donner dans le cadre de ce projet, donc Léopard. Alors, en fait, ce qu'on va faire, c'est de pouvoir faire un module qui va permettre de former donc, des techniciens pour qu'ils soient capables effectivement de faire tout ce qui est dimensionnement, tout ce qui est design et puis tout ce qui est implémentation donc, des mini-grids, en fait, donc des systèmes d'énergie propre. Et donc, le module va être, disons, introduit pour pouvoir effectivement donner quelques éléments un peu sur l'intérêt de ces mini-grids au niveau donc, de l'Afrique de l'Ouest. Et puis aussi, on va pouvoir effectivement, dans, disons, les modules qui vont être, disons, faits, donc c'est ça présenté sur donc, le dimensionnement, c'est présenté sur les équipements et tout ce qui est en fait installation et process. C'est un peu ce qu'ils vont de présenter, mais on essaie de le rendre du point de vue pédagogique. Donc, l'objectif général donc, de cette session de formation, c'est de former donc, des staffs donc, techniques qui peuvent être capables donc, de dimensionner, de concevoir et puis surtout d'implémenter et de pouvoir maintenir donc, les mini-grids pour donc un peu assurer la durabilité dans le temps. Alors, donc, à la fin de cette formation, donc cette session de formation que nous voulons en fait faire, c'est que nous allons donner dans un premier temps un overview sur l'intérêt donc et la place occupée par les mini-grids au niveau de l'Afrique de l'Ouest comme en fait stratégie d'accès en fait à l'énergie. Et nous allons aussi essayer d'identifier les différentes typologies de mini-grids qui existent en les classant du point de vue caractéristique. Nous allons travailler aussi sur l'identification des composantes et des sous-systèmes donc de mini-grids, qui est un peu la base avant de pouvoir aller vers les dimensionnements. Nous allons travailler aussi sur ce qu'on appelle la demande, parce que c'est extrêmement important la demande, mais surtout d'avoir en fait un profil de charge optimisé qui permet effectivement de pouvoir optimiser effectivement la production donc des mini-grids. Et enfin, nous allons pouvoir effectivement travailler sur, en tout cas, tout ce qui est en fait l'aspect design, l'aspect dimensionnement technique dans le cadre, disons, d'un contexte pour les mini-grids. Cette formation aussi devrait permettre de pouvoir effectivement donner aux personnes donc toutes les procédures qu'il faut avoir pour faire ce qu'on appelle des check-in lists, pour faire ce qu'on appelle, disons, des éléments de présentation par rapport aux mini-grids, hein, pour, disons, leur installation. Et donc, enfin, comment nous pouvons effectivement nous reprendre pour manager, en tout cas, parce qu'une fois que vous installez, il y a toute la partie de l'exploitation des mini-grids, mais enfin, toute la partie maintenance, que ce soit préventive ou la maintenance, disons, curative. Et tout ça va être fait selon ce qu'on appelle plusieurs séquences. On aura une première séquence qui va donner effectivement les défis de l'électrification rurale en Afrique de l'Ouest, en insistant sur les parties à limite législation et loi assez rapidement pour dire dans quel cadre ces mini-grids vont être implantés en Afrique de l'Ouest et aussi sur la partie, en tout cas, analyse du cycle de vie de ces mini-grids, extrêmement important pour pouvoir un peu gérer les aspects économiques, sociaux, parce qu'on veut que ce soit des systèmes qui soient durs dans le temps et dans l'espace. Après, il y a une partie qui est la séquence 3, quand même, qui va être le cœur, sur lequel, bon, on va essayer donc d'être rapide
parce que ce sont des webinaires. On va vous donner un peu toute la méthodologie d'évaluation du potentiel solaire, tout ce qui est étude donc, de profil de charge. Ce sont les deux éléments importants pour pouvoir aller vers la troisième partie qui est le dimensionnement des composants solaires. Et après, toute la partie maintenant, sizing, qui est en fait la partie dimensionnement. Et puis, on essaie de se rapprocher donc du mini-grid qu'on a fait au niveau de Shanghai pour un peu donner quelques illustrations. Et enfin, dans la section 4, c'est tout ce qui est maintenant implémentation. Tout ce qui est en tout cas procédure qu'il faudrait avoir depuis, en fait, disons, le checklist, la commande, toutes les procédures en tout cas qu'il faut mettre en place pour pouvoir commencer à mettre, disons, le mini-grid. L'aspect qualité contrôle, Babacar est revenu, qui est extrêmement important parce que ça permettra effectivement de pouvoir avoir, disons, l'état de référence donc des mini-grids en termes, disons, de matériel. Ça permettra effectivement de valider en fait tout ce qui est test donc de contrôle pour la mise en service. Et tout ça, donc, c'est des éléments qu'on va essayer d'illustrer leur importance. Et enfin, les procédures d'installation des mini-grids en se basant sur ce qu'on appelle les standards pour respecter les problèmes de sécurité des biens et du matériel. Et enfin, l'exploitation et la maintenance sur les mini-grids. Donc, grosso modo, on va essayer, en tout cas, dans cette séquence, dans cette formation, de pouvoir donner un peu les éléments qui permettent de pouvoir, en tout cas, donner quelques overviews. En tout cas, on va pas être très exhaustif parce que le timing va se faire, parce qu'on a choisi de faire, disons, des sessions de webinaire, maximum 2 heures. Et ces webinaires vont être proposés en fait en 3 ou 4 ou 5 séquences, ça on est en train de regarder. Mais en tout cas, on est en train de préparer quelque chose pour que vous puissiez effectivement allier un peu ce qu'on est en train de faire dans ce mini-grid, mais surtout partager avec vous tous les éléments nécessaires sur le cycle de vie du mini-grid par rapport à des installations techniques, à tout ce qui est en tout cas aspect conception, installation, maintenance de ces mini-grids. Voilà en fait assez rapidement à mettre ce que j'avais prévu en tout cas par rapport un peu à cette partie formation qu'on est en train de préparer, qu'on va partager et qui sera une série de webinaires que le projet Léopard va donner un peu au niveau des acteurs, en fait, au niveau du Sénégal, du Bénin, et en tout cas l'ensemble des acteurs qui sont dans le secteur des énergies renouvelables, particulièrement sur les mini-grids. Merci. Alors, on a des questions dans le chat, donc alors à voir à qui est le plus adapté pour répondre à chaque fois. Donc, alors, peut-être une question entre Eifer ou Ares. Est-ce qu'il est possible d'augmenter la puissance du mini-grid et le stockage en cas de nécessité? Donc, une question sur le modèle du couplage du mini-grid. Je pense que c'était au moment où Jean-Sébastien présentait les méthodes de dimensionnement. Je ne suis pas sûr que la question me soit destinée. Est-ce qu'il peut préciser? C'est qui Alors, c'est Monsieur Alpha Barry. Oui, sinon, vous pouvez peut-être ouvrir votre micro si vous souhaitez la poser directement à l'oral. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Voilà, je suis opérateur ERD. S'il vous plaît, posez votre question directe. Oui, je pose la question, mais il faut que... Merci. Donc, je pose ma question. La question, c'est de savoir quel type de couplage on a utilisé pour faire ces tubes de centrale. Est-ce un couplage AC-DC, AC-DC? Donc, ça, c'est la première question. Est-il possible de faire un increasing power avec ces tubes de centrale pour augmenter la puissance de la capacité en cas de nécessité? Pourquoi utiliser des onduleurs avec un indice de protection faible alors qu'on parle d'innovation technologique? Parce que les onduleurs de cette marque ont un indice de protection qui est très faible, tout le monde le sait. Bon, autre question, est-ce que les batteries lithium sont pourvues de BMS? Si oui, est-ce que vous avez fait un diagnostic de ces derniers qui est également essentiel pour le fonctionnement correct et sécuritaire de la batterie? Autant de questions, entre autres, où je voulais des éléments de réponse. Merci. Merci pour votre question. Je crois que Léonide peut répondre en tout cas aux 2 dernières. Je pense que pour le diagnostic du BMS, donc quand il parle de diagnostic, peut-être que c'est pour nous, c'était 2S. OK. Alors, bon, comme il dit effectivement pour le BMS, évidemment, c'est évident que pour ces batteries lithium, il est évident qu'il y a forcément un BMS. Bon, on a sur la présentation légendaire, on le montre bien. Et on l'a bien testé, effectivement, puisqu'on nous a passé une semaine de test. Et puis, le BMS, bon, comme l'indique son nom, c'est le Battery Management System. Donc, il est là pour manager, donc faire tout ce qui est acquisition de données, ainsi de suite. Donc, nous, parallèlement, nous avons fait des mesures sur nos équipements qu'on a pour pouvoir un peu confronter les données. Et de ce point de vue,
bon, c'est vrai qu'on n'a pas présenté notre rapport exhaustif ici, mais c'est un point sur lequel il n'y avait aucun souci. Le BMS donc, a été fourni avec, et donc nous l'avons bien mis à l'épreuve pour pouvoir s'assurer qu'il fonctionnait bien. Les mesures que nous avons fait en parallèle. Très bien. Sur l'indice de protection? Alors, l'indice de protection, bon, je pense que, bon, c'est un indice, donc, pour ce type de puissance qu'on a, malgré qu'il soit un système innovant, pour nous, ce système, par rapport à ce que nous avons sur les normes, elle nous paraît suffisant. Maintenant, en tout cas, nous n'avons pas vu de cette tenue de protection, nous paraît suffisant par rapport à l'installation, vu le niveau de puissance auquel nous fonctionnons et l'application auquel il est dédié. Oui, allô? Oui. Merci. Par rapport à l'indice de protection, il faut dire que les équipements qui ont été installés sont installés à l'intérieur, dans un conteneur. Donc, en termes d'étanchéité, l'étanchéité est plus ou moins réalisée. Donc, l'indice de protection, oui, mais pour l'installation qui est faite à Songhai, pour nous, ce n'est pas voilà, un critère très pertinent. Merci. Mais je suis désolé, monsieur Ndeye. Si, par exemple, ce même système devait être déployé dans une île, par exemple, est-ce que c'est les mêmes conditions climatiques qu'il faut prendre en compte? Je suis désolé quand vous dites ça. Oui, pour une application continentale, oui. Mais si c'est dans une île, est-ce que vous aurez les mêmes considérations? Non, tout à fait. Lorsqu'on est dans une île, les considérations vont changer, c'est clair. Mais là, nous sommes dans une application continentale, comme vous le dites. Et j'ai dit, les composants, pour le moment, sont en milieu intérieur, c'est-à-dire dans un conteneur. Donc, si nous sommes confrontés à d'autres réalités, d'accord, donc naturellement, l'indice de protection devient un paramètre très important. Mais vous avez parlé du type de dissémination, ça veut dire diffusion. Donc, si on doit diffuser quelque chose, il faut maîtriser tous les paramètres. C'était ça ma remarque. Si vous voulez, bon, on ne va pas faire un duo. Disséminer, ce n'est pas une solution universelle. On dissémine dans un contexte et dans un environnement. Donc, il y a le nôtre, et voilà, l'indice de protection, c'est dans un conteneur, et on n'a pas ces considérations-là. Je crois que la réponse a été donnée. Est-ce qu'on peut prendre une autre question? Alors, actuellement, je n'ai pas d'autres questions dans le chat. S'il y a quelqu'un qui souhaite s'exprimer rapidement. Mais il y avait des questions par rapport au couplage. Quel couplage on avait fait par rapport au conteneur? Oui, vas-y, Fadel. Je pense qu'il y a Ares. Ares n'est pas là. Alors, le couplage qui a été fait, c'est un couplage AC/DC. Vous avez une partie donc, du champ qui est connectée à des onduleurs réseau, une partie connectée directement à des régulateurs DC. Donc, nous avons à faire un couplage AC/DC. Merci. Très bien. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on vous remercie pour votre participation. N'hésitez pas à rester connecté donc, pour les futurs webinaires. Il y en aura d'autres. On a pris un peu plus de temps parce qu'il fallait présenter un peu les différents aspects du projet. Mais les prochains webinaires vont se concentrer sur un des outils. Et là, on pourrait avoir des questions un peu plus en détail, techniques ou de dimensionnement, etc. Donc, par exemple, il y aura un séminaire ou un webinaire plutôt dédié aux aspects dimensionnement. Un autre, monsieur professeur Kébé en a parlé. Il y en aura un autre sur l'ENI, sur l'outil de l'ENI, un autre sur le MemoGrid, etc. Voilà, il y aura des séminaires fléchés et dédiés à un aspect particulier du projet. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, ben, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci beaucoup pour votre participation et au plaisir de vous retrouver une prochaine fois. Merci beaucoup. Merci. Alors, pour information, le lien pour suivre le projet, il a été donné sur le chat, c'est paulmédé/portfolio/léopard. Mais si vous tapez Léopard et Lipreux, vous aurez les informations sur Google sans problème. Merci infiniment. Bonne fin de journée à vous.
Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon.